Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sophie Zurquiyah. Bonjour. Bonjour. La présidente de Viridien, fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières. Avant qu'on parle de l'actualité, rappelez-nous ce que vous faites pour cette industrie-là. Très bien. Boîte française. Merci. Cotée à la Bourse de Paris. Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. Alors, Viridien est une société de haute technologie et de données de la Terre. Nous sommes spécialisés en géosciences, en algorithmie et en calcul de haute performance. Et nous aidons nos clients à développer leurs ressources naturelles durablement. Donc très en amont. Nous sommes... En fait, nous participons sur toute la chaîne de valeur et nous aidons les compagnies à explorer, à développer et à produire de manière optimale leurs champs de pétrole et de gaz. Exemple concret, par exemple? Exemple concret, nous, c'est l'imagerie. Donc, on a 3 métiers, les géosciences, l'imagerie du sous-sol. Donc, c'est des données de géophysique. Nous produisons ces images du sous-sol qui permettent aux clients de positionner leurs puits de pétrole, à la fois en exploration pour essayer de découvrir de nouvelles ressources, ou en production pour essayer de comprendre ce qu'ils ont produit et de produire de manière optimale. Donc c'est géosciences, les données de la Terre, dans certains bassins très productifs, Brésil, Golfe du Mexique, toujours Norvège. En hydrocarbures. Toujours dans les hydrocarbures. Et le troisième métier sont les systèmes de capteurs qui permettent d'acquérir ces fameuses données. Donc nous, on est sortis des métiers capitalistiques, qui étaient les bateaux qu'on avait dans les océans pour acquérir les données. Donc on n'est plus dans ces métiers-là. Et depuis 2025, nous sommes complètement asset light. Mais nous sommes restés dans les métiers, les 3 métiers à forte valeur ajoutée. J'imagine que c'est un soulagement pour vous, cet accord qui a été annoncé hier, avec une signature vendredi à Genève. Mettre fin au conflit, c'est quelque chose qui vous a pénalisé. Vous êtes soulagé, encore une fois, de la fin d'une forme d'incertitude, la fin aussi peut-être de projets qui ont été mis en suspens, reportés par vos clients? Alors je pense qu'il faut raison garder. Effectivement, c'est le début de la fin. Donc, c'est le début de négociations qui vont permettre à l'activité de se normaliser et au flux de pétrole de se rétablir. Maintenant, il faut savoir que les réserves de pétrole ont fortement baissé. Et donc, toute normalisation va quand même prendre du temps. Alors, il se trouve qu'on est très peu exposés, nous, au Moyen-Orient. On a une exposition, mais elle est quand même reste limitée. Et effectivement... Combien? Limitée à quoi? On est de l'ordre de 5 à 10% maximum de notre chiffre d'affaires, sachant qu'une partie de nos activités, comme l'imagerie de données existantes, elle n'est pas impactée, puisqu'on peut continuer à faire notre travail, de nos bureaux d'ailleurs qui sont complètement opérationnels au Moyen-Orient ou ailleurs. Donc il y a une partie des activités... Donc vous n'avez pas du tout été impacté pendant ces... Certaines de nos activités n'ont pas été impactées. Celles qui ont été impactées sont liées à des activités opérationnelles. Par exemple, il y avait des acquisitions sismiques qui étaient en train d'être faites au Qatar, qui se sont arrêtées. Et là, nous devions faire de l'imagerie sur ces données-là. Forcément, il va y avoir du retard. Donc on a une partie qui est retardée et une partie qui continue. À vous écouter, vous n'êtes pas totalement soulagé, vous êtes encore un petit peu sceptique sur la faculté d'avoir un accord pérenne et une réouverture des flux pétroliers et gaziers? Oui. Je le suis parce que si je regarde l'histoire, et on a eu plusieurs potentiels deals qui se sont faits dans les derniers mois et chaque fois, ces deals ont pris du retard. Donc je pense qu'effectivement, c'est encourageant. Mais encore une fois, le diable est dans les détails et on va voir ce qui va se faire cette semaine et si effectivement ces flux gaziers et pétroliers vont reprendre. Le pétrole donc, qui retombe autour des $80, ça fait ou ça ne fait pas vos affaires d'avoir un pétrole? On était sous $60 en début d'année. Sur le pétrole, on est monté à 120. Pour vous, c'est mieux d'avoir un pétrole cher, puisque vos clients ont plus d'argent à réinvestir en exploration, en production, non? Alors j'avais expliqué probablement par le passé qu'on n'est pas tant lié au prix du baril immédiat, donc quand il y a le spot price, on est plus lié à un prix du baril à long terme et les clients prennent des décisions sur ce prix du baril à long terme. Ils ont baissé leurs coûts opérationnels pour fonctionner bien à peu près à 60, 65. Donc nous, on a besoin d'un pétrole au-dessus de 65. Ce n'est pas une bonne chose qu'il soit trop élevé puisque ça finit par impacter les économies et éventuellement à détruire de la demande comme on l'a vu maintenant. Donc on aime bien un équilibre, on va dire, entre 80 et 100. Je pense que c'est un bon point d'équilibre pour le baril qui permet à tout le monde, à tout l'écosystème de fonctionner et aux économies de fonctionner correctement. Ça veut dire que c'est potentiellement une bonne année pour vous? Parce que je sais que les investisseurs n'ont pas spécialement apprécié vos résultats publiés début mai. Lors de vos publications, le titre avait décroché de 15%. Pourquoi ils ont été déçus? Est-ce que ce n'est pas paradoxal de se dire qu'avec une année où le pétrole est cher, les résultats devraient être meilleurs?
Alors, il y a plusieurs sujets là. Bon, déjà, il faut se souvenir que 2025 était une excellente année. Tu étais venu nous voir d'ailleurs à cette occasion. On en avait discuté. Après, on reste une activité quand même assez cyclique à l'intérieur des trimestres. On avait dit en fin d'année, ou quand on a annoncé nos résultats, que la première moitié de l'année serait lente, hein, parce que les clients avaient fait leur budget l'année dernière en se tablant sur un prix du baril qui pouvait potentiellement descendre à 50. Donc l'année est très fortement poussée sur la deuxième partie de l'année, et c'est ce qu'on voit. Donc un premier trimestre au ralenti qu'on avait... En baisse de 29% sur le chiffre d'affaires à 214 millions de dollars. Exactement. Mais alors le comparatif, il faut se souvenir que le comparatif de l'année dernière était élevé, donc on partait d'un comparatif élevé. On sait qu'on a un certain cycle intra à l'intérieur de l'année, donc la déception, elle a été là, mais en réalité, si on regarde le point qui était élevé sur le premier trimestre, il ne faut pas regarder les trimestres, en réalité, il faut regarder sur une année glissante. Et là, on sait que l'année sera rattrapée sur la deuxième moitié de l'année. Donc 2026 sera une bonne année pour Viridien. Ce sera une année correcte. Correct. Tout à fait. Et qui sera équivalente, et on a redonné notre guidance de génération de cash à 100 millions de dollars, idem l'année dernière. Donc vous restez à l'aise sur vos objectifs financiers 2026 ? Exactement. Malgré tous ces aléas. Et donc finalement, si on devait, je ne sais pas si on peut calculer, vous avez dû le faire, comment vous êtes impacté par cette guerre au Moyen-Orient ? Combien est-ce qu'elle vous a coûté entre les reports, peut-être eu des reports, des suspensions, je ne sais pas, vous l'avez quantifié ou Alors on l'a quantifié et on a regardé surtout est-ce que c'était potentiellement, on pouvait compenser sur d'autres parties de business, ou si... Alors l'impact il est plus fort sur la partie des capteurs. Ouais. Parce qu'on avait des ventes de capteurs qui étaient liées à des potentielles acquisitions au Moyen-Orient qui vont être décalées. Donc c'est du décalage, hein, c'est pas de l'annulation de chiffre d'affaires. Donc ça, on l'a calculé. Par contre, après, il y a toujours des plus et des moins dans les années. À la limite, ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires qu'on regarde. On le regarde, bien entendu, mais ce qu'on regarde, c'est la génération de cash, s'assurer qu'on peut faire nos 100 millions. Et là, ça reste à 100 millions. Et que, pas décevoir sur les 100 millions. Voilà, c'est ça le focus, et d'utiliser ces 100 millions pour rembourser notre dette. On a remboursé 230 millions à taux de change, en corrigeant des taux de change, qui a été négatif pour nous sur 2 ans. 230 millions. Moi, j'ai une dette nette à 700 millions de dollars. On y est toujours ? On y est toujours. Et vous avez remboursé 230 en fin 2000. Donc on est sur un chemin de désendettement. On a remboursé 41 millions de dollars de dette en Q1. C'est ça que peut-être que les investisseurs attendent dans ce dossier, c'est finalement réduire votre endettement qui reste aujourd'hui trop élevé ? Je pense que c'est le cas, et on a été très clair depuis des années en disant que c'était notre focus. Si vous regardez la valeur d'entreprise, vous avez effectivement l'equity plus la dette. Et donc le chemin de création de valeur pour nos actionnaires, c'est de rembourser la dette. D'accord. Et donc on va continuer à la rembourser jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau qui nous paraît être soutenable et durable. Ce fissure qu'il y a, le début d'année, vous l'avez reconnu, c'est vrai, a été lent. Et d'ailleurs, vous l'aviez anticipé, oui. Ce n'est pas une surprise non plus. Ça va donc s'améliorer. Ça va s'améliorer où ? À la fois géographiquement et sur quelle activité ? Je pense que ça va s'améliorer d'une manière générale, puisque si on le voit, tous nos 3 métiers, la partie imaginerie... Hors Moyen-Orient, encore une fois, puisque le Moyen-Orient paye 5 à 10%. Oui, alors le gros de l'impact du Moyen-Orient sur la partie, la troisième, le sensing and monitoring, donc c'est là où on a le gros de l'impact. Mais on était en retrait sur nos trois business, ce qui est assez logique, puisque nos clients ont dépensé moins. Donc si les clients dépensent moins, on le ressent sur nos différents métiers. Et je pense que ça va se renforcer sur la deuxième moitié de l'année sur nos 3 métiers. On finit là-dessus, qu'est-ce que vous dites encore une fois aux épargnants qui nous regardent, qui ne connaissent pas Viridien, qui n'en ont pas en portefeuille? Vous leur dites quoi? On leur dit que c'est une société de haute technologie, que c'est une pépite française et qui a beaucoup de potentiel. Donc la performance boursière a été de plus de 50% sur un an. Oui. Mais c'est moins bon depuis le début de l'année. C'est moins bon depuis le début de l'année. Par contre, si on regarde tous les analystes qui nous suivent, les prix prévus sont entre 130 et 200. Ah. On est aujourd'hui à un petit peu moins de 100, on est autour de 100. Donc, tous les analystes qui nous suivent unanimement voient le potentiel de l'action. Et on est dans un marché quand même porteur, puisque tous les clients reconnaissent qu'ils ont besoin de remplacer leurs réserves pour pouvoir répondre à la demande future. On est dans un marché porteur. Il faut
un peu ignorer les cycles intra à l'intérieur de l'année et regarder l'environnement macroéconomique qui est porteur pour nous. Allez, merci beaucoup. Merci Entretien beaucoup. donc avec Sophie Zurquilla, la présidente de Viridien, côté de la Bourse de Paris, sur le SBF 120, invité de la grande interview en direct, également replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.